Santé. Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu aujourd'hui. Merci de continuer à dire, à écrire, à transmettre. Merci de rappeler qu'il existe une manière d'être politique qui ne sacrifie ni la dignité, ni le style, ni la pensée. Bienvenue à la grande tribune. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Comme on le disait, vous avez connu plusieurs formes d'engagement. Au service de l'État, comme Premier ministre, dans la diplomatie, en tant que ministre des Affaires étrangères, à travers la plume, comme écrivain, et aujourd'hui encore, en intervenant régulièrement dans le débat public. À vos yeux, qu'est-ce que cela veut dire pour un jeune adulte aujourd'hui de s'engager dans un monde incertain, complexe, parfois décourageant? Et en quoi cet engagement est-il différent de celui de votre génération? Merci, je suis très heureux d'être parmi vous et très impressionné devant un tel Parlement. La question de l'engagement, c'est sans doute la plus belle question qu'on puisse se poser à tous les âges, parce qu'il n'y a pas d'âge, dans le fond, pour s'engager. Mais ça suppose quelques conditions. La première, c'est de développer une conscience. L'école est là pour ça, pour éveiller une conscience, pour éveiller un esprit critique, pour éveiller chacun à la conscience de sa liberté. Tout au long de votre vie, vous vous rendrez compte que vous avez infiniment plus de liberté que vous ne l'imaginez. La question, c'est que la liberté, c'est parfois très embarrassant. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas par quoi commencer. Et donc la conscience, c'est ce que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a, et qui est totalement singulière. Chacune est différente. Chacune a une histoire. Chacune a une sensibilité. Chacune et chacun d'entre vous vibre à des événements dans votre quartier, dans votre famille, quand vous regardez la télévision. Il y a des choses qui vous touchent. Eh bien, l'engagement, c'est ce qui, dans votre conscience, vous donnera envie d'aller plus loin. D'aller plus loin, c'est-à-dire de ne pas y aller seul. Parce que le plus souvent, l'engagement, c'est l'ouverture à l'autre, au collectif. Ça commence par regrouper des forces qui vous permettent d'agir dans la cité, d'agir dans votre ville, d'agir dans le monde. La deuxième exigence de la conscience, c'est le caractère. Et c'est pour ça que c'est si important, la conscience. Ça ne demande pas d'être fort, ça ne demande pas d'être grand, ça ne demande pas d'avoir une intelligence hors norme, mais ça demande d'avoir du caractère. Et c'est peut-être ce qu'il y a de moins reconnu dans la société française. Et c'est dommage parce que vous avez du caractère. Et le caractère, ce n'est pas quelque chose qu'on note à l'école, c'est quelque chose qui est en dehors des qualités que juge la scolarité et que juge la société française. Et pourtant, c'est ce qui fera que certains d'entre vous réaliseront leurs rêves, et bien d'autres continueront à courir après. Le caractère, c'est ce qui fait qu'on ne lâche pas, c'est ce qui fait qu'on se bat, c'est ce qui fait qu'on croit au combat qu'on veut mener. Et puis il y a une troisième exigence pour l'engagement, c'est la connaissance. Ça implique de travailler, de chercher, d'approfondir, de creuser. Donc ça implique de lire, ça implique de rencontrer des gens, ça implique de se confronter à des problèmes qui sont des problèmes réels. Tout ce chemin, vous le voyez, depuis la conscience jusqu'à la formation d'un caractère, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les épreuves des autres, jusqu'à l'acquisition de plus de connaissances, eh bien, vous donne des convictions. Convictions sur le fait que la vie dans votre école pourrait être mieux organisée, conviction que votre quartier pourrait être plus juste, conviction que dans votre famille, on se dispute souvent pour rien et qu'il n'y a pas de raison de se disputer pour rien, qu'il y a des choses plus importantes, conviction que la guerre d'Ukraine n'est pas quelque chose de juste et que l'agression russe mérite d'être condamnée, conviction qu'à Gaza, les bombes qui tombent tous les jours n'ont pas
de raison de continuer à tomber tous les jours. Tout ça parce que cela ne vous laisse pas indifférent, parce que l'engagement, le fait de dire ce que vous pensez et de le dire avec d'autres ne vous fait pas peur, tout cela vous donnera un poids particulier, fera de vous des acteurs de votre vie. Et au bout du compte, l'engagement, c'est ça l'essentiel. C'est ne pas subir sa vie, c'est pas simplement se lever le matin, se coucher le soir, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est je suis maître de ma vie, je construis ma vie et je vais réaliser et mes rêves et tous les projets que j'ai au fond de moi. Merci beaucoup. Pour une question d'actualité, pour entrer dans le vif du sujet, depuis plusieurs mois, on observe une mobilisation croissante des Français autour de grandes causes internationales, comme le conflit israélo-palestinien. Comment percevez-vous cette forme d'engagement sur des enjeux mondiaux et que peut faire la parole politique pour accompagner cette quête de sens sans l'opposer à la complexité des faits? Alors c'est vrai qu'il y a une mobilisation, il y a une prise de conscience de l'importance de ces enjeux et surtout il y a une interrogation chez la plupart de nos compatriotes. Ils se posent la question du pourquoi. Pourquoi un pays comme la Russie déclare la guerre et intervient en Ukraine? Pourquoi les pays européens ne sont pas plus actifs devant les crises africaines, au Congo, au Soudan, où il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts? Pourquoi nous ne sommes pas davantage intervenus et n'intervenons pas davantage pour empêcher les bombardements et l'asphyxie humanitaire de Gaza, où un territoire avec plus de 2 millions de personnes est aujourd'hui sous blocus et avec de plus en plus clairement une volonté d'intervenir de la part du gouvernement israélien et de préparer un possible départ des Palestiniens. Pourquoi la communauté internationale reste si immobile? Alors, on se dit toujours qu'il y a des organisations internationales pour ça. Il y a l'ONU, il y a des organisations spécialisées, il y a des ONG, il y a des États qui interviennent plus que d'autres. Mais pourquoi une région comme la nôtre, riche, une région qui a un savoir-faire diplomatique, qui a une culture, qui a une tradition, pourquoi reste-t-elle si en retrait? Et c'est là où, effectivement, c'est vrai, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Nous ne faisons pas ce que nous devons. Et de ce point de vue-là, la responsabilité de chaque citoyen, c'est de faire en sorte que nos États fassent davantage, partant d'une conviction. Plus une diplomatie, comme la diplomatie française, la diplomatie allemande, italienne, plus une diplomatie est active sur une crise, l'Ukraine, le Proche-Orient, l'Afrique, plus elle protège les Français. Parce que nous sommes un pays d'une extraordinaire sensibilité à ces questions. Nous avons la première communauté juive d'Europe, nous avons la première communauté musulmane, et par définition, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe au Proche-Orient. Et le fait pour la diplomatie française de s'engager, avec le souci de l'équilibre, avec le souci de travailler pour la paix, il ne s'agit pas de s'engager à l'emporte-pièce et de dire n'importe quoi, il s'agit au contraire de faire avancer des solutions. Eh bien, cela protège notre pays, cela crée de l'unité dans notre pays, parce que cela crée de la fierté. La diplomatie, on ne le dit pas assez, c'est ce qui permet de reconstituer la fierté des Français et l'unité des Français. Et ce n'est pas un hasard si la diplomatie gaulo-mitterrandienne, et on peut rajouter chiracienne, a permis, sur les plus grands sujets, d'obtenir un consensus politique et national. À l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de division dans ces périodes-là, ou très peu. Des débats, mais pas de division. Depuis 2007, nous avons multiplié les interventions militaires, il faut le dire de façon très inconséquente. Ça a été vrai en Libye, ça a été vrai au Sahel, ça a été vrai en Syrie. Et ces interventions ont divisé notre pays et divisé la classe politique. Et sans doute y avait-il un moyen de faire autrement. Et c'est là qu'une fois de plus, la classe politique, l'ensemble des citoyens, les associations, les groupes, les partis politiques,
Chacun a une responsabilité dans ce qui doit être l'image de la France, mais aussi l'action de la France sur ces grands enjeux diplomatiques qui nous concernent tous, puisqu'on le voit bien, les enjeux du monde aujourd'hui sont aussi des enjeux intérieurs. L'écologie, vous venez de parler du nucléaire, l'écologie, la transition climatique, la transition géopolitique avec les changements qui interviennent aux États-Unis avec Donald Trump, la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Tout cela, ce sont des enjeux qui ont des répercussions sur nos vies. On le voit dans la mondialisation, on le voit sur les emplois, on le voit à travers la désindustrialisation. Donc, personne ne peut rester indifférent à la façon dont le monde change. Vous parlez effectivement des enjeux du monde. Beaucoup de jeunes ressentent un sentiment d'impuissance face à ces grands enjeux, face aux grands bouleversements du monde, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, des conflits armés ou des menaces sur les libertés. Quels conseils donneriez-vous à une jeunesse française qui veut agir mais ne sait pas par où commencer? Alors effectivement, c'est la grande difficulté. Mais ma conviction, c'est que quand on s'engage, peu importe par quoi on commence. Puisque je l'ai dit, l'engagement, c'est la rencontre de trois choses importantes. D'une conscience individuelle, d'un défi, d'un enjeu, d'un caractère et d'une connaissance. Et les trois évoluent. Il faut se mettre à l'eau, il faut se lancer. À quelques-uns, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un groupe scolaire. Et plus la connaissance vient, plus on a une claire compréhension de là où on peut être utile, plus le caractère se forme, plus on est capable d'affirmer des convictions et de le faire avec un souci d'efficacité, avec un souci d'être entendu. Et plus la conscience avance, plus on mesure bien sûr la complexité des choses, mais plus on mesure aussi sa responsabilité. La responsabilité en matière écologique, on le sait bien, ça commence par des petits gestes. Le choix du tri à la maison, des ordures ménagères. Eh bien, c'est pareil en matière internationale. Ça commence par de petits gestes. Ça commence par de petits sujets. Et puis, peu à peu, on se rend compte qu'on peut faire bouger les choses, on peut infléchir, on peut se mobiliser, on peut, à travers son quartier, soulager la misère ou une assistance humanitaire à des pays très lointains. Donc, une fois de plus, c'est la démarche qui compte. Et en grandissant, en s'engageant davantage, parfois en faisant son métier, parce qu'on ne dira jamais assez à quel point la question de la vocation, quand on est jeune, est essentielle. Alors il y a ceux qui savent tout de suite ce qu'ils vont faire dans la vie, souvent d'ailleurs parce qu'ils sont aidés par leur milieu familial, souvent médecin a un fils médecin ou une fille médecin, c'est souvent pareil pour ceux qui enseignent, mais la vocation, c'est ce qui permet à un moment donné d'aller à la rencontre entre quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, et l'idée que ce qui vous passionne peut devenir un métier. Moi, j'ai fait carrière très tôt, puisqu'à 14 ans, quand j'ai été en pension à Toulouse, la première chose qui m'est tombée sur la tête, mon père ayant décidé de m'abonner au Monde. J'avais 14 ans, il m'abonne au Monde en me disant « Tu vas à Toulouse, tu habites en Amérique latine, il faut quand même que tu suives un peu l'actualité du monde. Tu ne vas pas tout à coup te préoccuper uniquement du match de rugby entre Lavelanet et Auch. » Donc je déploie mon journal Le Monde en études à 6 heures le soir. Et immédiatement, le surveillant a dit « Villepin, collez, vous resterez samedi, on ne lit pas le journal en classe. » La vérité, ce qu'il pensait, c'est qu'on ne lit pas le journal du tout. Donc j'ai été collé pour lui dans le journal Le Monde, donc j'ai compris que si c'était interdit, c'est que c'était intéressant. Et donc j'ai redoublé de la lecture du Monde et j'en ai fait mon métier. Parce que la diplomatie, c'est un métier où la première chose qu'on fait le matin, c'est de lire le journal, d'écouter les nouvelles et de s'informer. Et j'ai trouvé assez sympa, assez cool dans le fond, de faire un métier où lire le journal, c'était déjà travailler. Pour parler justement de votre engagement personnel, monsieur de Villepin, permettez-moi de revenir sur une journée marquante de votre vie politique, le 14 février 2003, où aux Nations Unies, vous prononcez un discours historique contre l'intervention militaire en Irak,
Ce moment a marqué les esprits en France, comme à l'international, par sa clarté, son courage et sa portée symbolique. Que retenez-vous de cet instant, humainement et politiquement, et avez-vous mesuré sur le moment la force qu'aurait ce discours dans l'histoire? Alors j'ai surtout mesuré la gravité du moment. Et ce moment a été précédé d'autres moments qui ont conduit à cette journée du 14 février, et en particulier à deux moments. La réunion du 20 février qui a eu lieu à l'ONU à la demande de la France. J'étais à cette époque-là président du Conseil de sécurité. C'est une présidence tournante chaque mois, donc j'assumais cette présidence. Et j'avais demandé aux Américains de faire une session spéciale sur le terrorisme. Et je pensais les amener à réaliser que la question du terrorisme, après le 11 septembre 2001, était centrale. Et alors même que nous étions tous, toute la communauté internationale, d'accord pour travailler ensemble contre le terrorisme, y compris la Russie, y compris la Chine, y compris l'ensemble des États, eh bien nous allions nous diviser sur les questions de prolifération et sur la question de l'Irak. Et donc je voulais les convaincre de mesurer ce qu'ils allaient perdre en s'engageant militairement en Irak. Et donc c'est une journée forte qui a été suivie le 5 février de la journée dite d'épreuve, où Colin Powell a agité sa petite fiole contenant de l'anthrax, pour montrer à quel point l'Irak était un pays dangereux, alors que nous savions, dans la salle du Conseil de sécurité, que l'Irak n'avait pas, en tout cas rien ne permettait de penser que l'Irak avait des armes de destruction massive. Et donc quand on rentre dans cette journée du 14 février, et qui commence assez tôt pour moi, puisque je pars de Paris le matin, c'était l'un des derniers vols du Concorde. Donc on partait le matin à 11h de Paris, et on arrivait à New York à 9h du matin. Et donc, c'est une journée qui commence tôt, et il y a un attroupement médiatique comme il y en a rarement dans les événements internationaux. Il y avait une attente, il y avait une angoisse, et la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y aurait des États qui seraient capables de dire non aux Américains? Et même dans la diplomatie française, même à l'Élysée, il y avait un certain nombre de gens qui considéraient que rien ne servait de se diviser des Américains et qu'il fallait mieux tout simplement laisser faire les Américains sans s'opposer à eux. Et il y avait Jacques Chirac et moi-même, comme ministre des Affaires étrangères, qui étaient convaincus qu'il fallait mener ce combat, que ce combat devait être mené pour montrer au monde que ce qui n'était pas juste devait être combattu et qu'il y avait parmi les pays dits occidentaux des États qui étaient prêts à affronter d'autres États dits occidentaux, et y compris des États alliés. Et c'est ce choix, cette trace que nous avons voulu laisser. Et donc ce jour-là, ce qui se joue, c'est la capacité, effectivement, devant les Américains, Colin Powell était assis sur ma droite, de dire à quel point le droit devait être respecté, la justice internationale devait être respectée, et que ce n'était pas la force, la puissance qui devait l'emporter, force et puissance que représentent les États-Unis. Et on le voit aujourd'hui, Donald Trump n'a pas médité sur les leçons de l'histoire, puisqu'il reprend le langage de la force, il reprend le langage de la puissance, convaincu que les États-Unis peuvent tout seuls tirer leur avantage sur une société internationale divisée. Monsieur de Villepin, que diriez-vous aujourd'hui aux citoyens et aux électeurs, aux futurs électeurs, qui se trouvent devant vous aujourd'hui et qui se demandent si cela vaut encore la peine de s'engager, de s'informer, d'aller voter dans une France aussi incertaine politiquement? Alors ça vaut d'autant plus la peine de s'engager qu'il y a quelque chose dans la politique qui s'est déréglé, qui a déraillé, et qui aujourd'hui montre à quel point le discours politique, le débat politique est déconnecté de la réalité des Français. Les Français sont préoccupés par leur pouvoir d'achat, ils sont préoccupés par l'unité du pays, ils sont préoccupés par des enjeux de sécurité, par des enjeux d'immigration, mais ils sont surtout préoccupés par le déclassement de la France et des Français. Le sentiment que l'avenir qui nous est réservé sera beaucoup moins bon que celui que nous avons connu et que nos enfants n'auront pas
la même France en partage que celle que nous avons eu la chance d'avoir. Et il y a ce phénomène très étrange d'un pays qui est emporté, comme beaucoup d'autres pays, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, qui est emporté par l'esprit de querelle, l'esprit de malsain, de surenchère. On veut toujours une politique plus sécuritaire, sans pour autant que cela donne des résultats. On veut toujours stigmatiser et éloigner un certain nombre de gens, sans que cela donne de résultats. Et nous rentrons dans un débat identitaire où nous nous divisons. Il y a les bons et les mauvais Français, il y a ceux qui sont pleinement français, ceux qui sont un peu moins français. Cette division des Français, elle est sans limite. Et la marque de fabrique de notre époque, dont il faut avoir conscience, vous comme citoyens, c'est ce phénomène nouveau de la perte de conscience des limites. On le voit en matière écologique. Il n'y a pas le sens des limites que nous devons respecter si nous devons empêcher le réchauffement climatique de devenir catastrophique. Un réchauffement climatique qui va provoquer et qui provoque la fonte des glaces et qui provoque l'élévation du niveau de la mer et qui va provoquer des catastrophes dans plein de pays. Ces mécanismes, c'est le résultat des limites qui ne sont pas respectées. Donc des limites, il y en a en matière écologique. Des limites, il y en a en matière militaire et sécuritaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite au conflit. La loi de la force l'emporte sur tout le reste. Les limites, il n'y en a plus non plus en matière identitaire. Il y a toujours quelqu'un qui est plus français que vous ou qui est plus blanc que vous. Et ces distinctions, elles introduisent un virus mortel dans la société française. Et c'est cela qu'il faut casser, c'est cela qu'il faut arrêter. Et il n'y a guère que les citoyens qui, se levant, exprimant leur refus, marquant par leur vote ce refus, pourront empêcher cette extrémisation de la politique française qui fait que chaque parti a le sentiment qu'il pourra accroître sa part de marché dans le jeu politique. Et dans le fond, trop souvent on a le sentiment que certains partis politiques traitent les Français comme s'il s'agissait de vendre une lessive ou de vendre un produit quelconque, un produit ménager. Gagner des parts de marché en faisant peur, gagner des parts de marché en jouant sur la colère, gagner des parts de marché en jouant sur l'exaspération, alors que nous savons qu'il n'y a pas derrière de solution à la mesure de ce qui est proposé. Et c'est là où la responsabilité, c'est de ne jamais perdre de vue que ce qui est promis dans la conquête du pouvoir doit pouvoir être tenu dans l'exercice du pouvoir. Et là, il y a un principe de responsabilité. Quand on veut déporter un certain nombre de gens à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand on veut renvoyer du jour au lendemain tous ceux qui sont tenus à une obligation de quitter le territoire, sans pour autant savoir comment le faire, sans pour autant se donner les moyens à travers des politiques publiques en liaison avec les pays de départ de l'immigration, sans pour autant donc construire des réponses administratives et politiques, des procédures. Eh bien, si on ne fait pas ça, on ne fait qu'exaspérer la société française et attiser les tensions et les passions. Vous parliez à l'instant d'exercice du pouvoir et de division des Français. Justement, en 2005, alors que vous étiez Premier ministre, la France a été secouée par des émeutes urbaines traduisant un profond malaise social, notamment dans les quartiers populaires. Avec le recul, que retenez-vous de cette période et comment, selon vous, conjuguer aujourd'hui fermeté républicaine et reconnaissance des inégalités profondes qui alimentent encore la colère et le sentiment d'exclusion? Alors c'est une question centrale pour la société française. D'abord parce que, à cette époque, il y a 2 jeunes Français qui ont été tués. 2 jeunes Français qui sont morts. Bouna et Zayed, dans des conditions dramatiques. Et c'est à partir de là que l'émotion s'est répandue, que l'émotion s'est développée dans un certain nombre de quartiers. Ont succédé un certain nombre d'événements qui se sont enchaînés et qui ont provoqué, au bout du compte, cet élargissement des émeutes urbaines. Il faut garder la mémoire de cela, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'abord sur la séquence des événements.
quand un drame se produit, il faut être capable d'apporter tout de suite les paroles, et nous n'avons pas été capables d'apporter tout de suite les bonnes paroles qui sont susceptibles de calmer les esprits, de panser les cœurs. Il faut apporter les bonnes paroles, faire les bons gestes. Et donc, à aucun moment chercher à récupérer ces situations pour essayer d'en tirer politiquement avantage. Et puis, il ne faut jamais oublier non plus à quel point il s'agit là de problèmes difficiles et complexes, qui ont une dimension culturelle, une dimension sociale, une dimension identitaire, et qu'il faut être capable de traiter chacun de ces aspects, une dimension économique. Il y avait derrière cette crise, bien sûr, un sentiment de ghettoisation, un sentiment d'être traité à part, un sentiment d'être marginalisé. Il y avait aussi un problème d'accès à l'emploi, un problème de reconnaissance. Et donc c'est sur chacun de ces sujets qu'il faut travailler, qu'il faut faire en sorte de créer du lien et de créer de l'espoir, et en aucun cas se contenter de mettre dans un coin ces sujets en pensant que eh bien, de temps en temps un certain nombre de quartiers s'enflamment et puis il suffit d'attendre et les choses se calmeront. Non, je crois qu'il faut prendre collectivement la mesure de ce qui conduit à ces violences et les traiter en profondeur, tout en trouvant à chaque fois et les mots et les gestes qui sont susceptibles d'apporter du soulagement dans ces cas. Monsieur le Premier ministre, avant de laisser la parole au public, j'aurais une dernière question. Si vous deviez transmettre un principe de vie publique à cette génération qui est devant vous aujourd'hui, lequel serait-il ? Alors le premier, c'est le sens de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'engagement. Une vie d'engagement, c'est une vie plus pleine. On apprend plus dans et à travers l'engagement qu'en jouant sur sa console vidéo ou sur son portable. Il faut mesurer à quel point le rapport aux autres et le rapport au monde ne peut pas passer simplement par la technologie. La technologie, elle nous amène une quantité de facilités, de liens possibles, mais elle nous enferme dans ce qu'on appelle dans un jargon des bulles algorithmiques, c'est-à-dire elle nous enferme dans des liens qui sont construits par les algorithmes, et de ce fait, elle nous prive de liberté de pensée, d'esprit critique, et de contact avec la vraie vie. Une vie qui se passerait et se déroulerait sur son portable serait une vie qu'on vous aurait volée. La vraie vie, elle se construit dans la vie, avec des vrais gens, et qui ont un cœur, qui ont des rêves, et ces réalités-là, elles sont faites pour être touchées du doigt, pour être partagées, pour ne pas rester abstraites. Et c'est en ça que le monde virtuel est un véritable danger aujourd'hui pour les plus jeunes, mais pas seulement, pour tout le monde. La vraie vie ne se joue pas sur les écrans. La vraie vie se joue dans la vie. Et dans la vraie vie, contrairement aux écrans, tout est possible. Ça ne dépend que de vous. Mais ça suppose de s'armer de connaissances, de s'armer de caractère, de s'armer d'une conscience éclairée, de s'armer d'amitié, de s'armer d'amour, de s'armer de rencontres qui rendent les choses possibles. Et vous verrez alors que, contrairement à beaucoup de fruits du monde d'aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup de saveur, eh bien la vie alors devient juteuse, la vie devient goûteuse. Et là, on se dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Et je crois que c'est donc en sortant de soi-même, en allant vers le monde, en pensant contre soi-même, en se mêlant aux autres, en agissant avec les autres, qu'on est susceptible de construire au mieux cette vie. Bon courage en tout cas, à chacune et chacun.
Étant une élève de STMG du lycée du Parc des Loges, je tiens à discuter avec vous tout en vous posant une question économique, puisque nous étudions l'économie. Donc vous avez dit que plus la diplomatie sera active, plus elle protégera ses citoyens. Dans ces cas-là, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous qu'en vue de notre situation financière, la France arrivera-t-elle à instaurer la paix, ou du moins intervenir dans les situations de guerre? Alors c'est une question effectivement qui est souvent posée, le lien entre puissance et la capacité à agir d'un État. Et on peut penser effectivement que quand un pays est fragile, la Grèce par exemple, au moment de la crise financière, il est privé de beaucoup de moyens d'agir dans son voisinage et dans le monde. C'est vrai que la France aujourd'hui connaît une dette importante, connaît des déficits importants, et pour un pays comme la France qui est très attaché à son indépendance et à sa souveraineté, il faut redevenir sérieux. Et nous n'avons pas été suffisamment sérieux pendant ces dernières années. Quand j'étais Premier ministre en 2007, nous avions une dette qui était autour de 60%. Aujourd'hui, c'est près du double. Quand j'étais Premier ministre, nous avions un déficit qui était moins de 3%. Aujourd'hui, c'est près du double. Nous avions une position qui était plutôt meilleure que les Allemands, ou en tout cas à égalité avec eux à cette époque. Et aujourd'hui, nous sommes très loin des Allemands. Donc il faut que nous redevenions sérieux. Mais il n'empêche, nous avons des outils comme État, nous en avons deux principalement, qui font une forte différence par rapport aux autres États du monde, en tout cas européens. Le premier, c'est que nous sommes membres du Conseil de sécurité, membres permanents. Ça nous donne des devoirs, puisque notre voix compte presque plus que beaucoup d'autres. Et puis nous sommes un pays qui dispose de la dissuasion nucléaire, donc nous avons une capacité, une indépendance du point de vue de notre sécurité qui nous donne une autorité dans le club très fermé des pays nucléaires. Et donc il faut, bien évidemment, que notre voix s'entende sur la scène internationale. Et puis nous avons aussi une histoire, nous avons une vocation qui est un héritage français. On peut remonter à la Révolution, mais je m'arrêterai simplement à la période du général de Gaulle. La France a acquis l'habitude de dire ce qu'elle pensait et de faire en sorte de pouvoir contribuer à un monde meilleur. Le général de Gaulle l'a fait en faisant de très grands discours, par exemple à Phnom Penh, s'en prenant aux États-Unis, engagé dans la guerre du Vietnam, en dénonçant le privilège du dollar en 1965. Et je n'imagine pas que la voix de la France puisse tout à coup cesser d'être entendue. Sur l'Ukraine, nous avons un rôle essentiel à jouer. Sur le Moyen-Orient, la politique arabe de la France a toujours compté et nous avons des devoirs vis-à-vis de cette région, compte tenu des liens historiques que nous avons. Et donc je pense que ce n'est pas quelque chose de négociable. Et je pense même que c'est quelque chose de dangereux. Dès lors que la France se met en retrait de la vie internationale, compte tenu du tempérament français, compte tenu de qui nous sommes, eh bien, c'est prendre le risque alors de voir l'esprit de querelle agiter encore plus les Français. Nous pouvons nous rassembler pour agir dans le monde, nous pouvons nous rassembler pour porter une ambition dans le monde. Et si nous ne le faisons pas, alors nous nous divisons. Et c'est en ça que l'unité de la France, la fierté de la France, le rôle international de la France, eh bien, tout ça, ça va ensemble. Et ce sont donc des combats qu'il nous faut mener, quelle que soit notre situation financière, mais en essayant bien sûr de retrouver de la crédibilité en apportant les réponses par le sérieux et par l'exigence sur le plan à la fois des déficits et en même temps de l'endettement français. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ma question va concerner le sujet que vous avez abordé concernant De Gaulle. Pour vous, Emmanuel Macron incarne-t-il l'héritage gaulliste ou en est-il l'antithèse? Merci. Alors, l'héritage gaulliste, c'est un héritage fait de quelques principes fondamentaux. En politique étrangère, par exemple, c'est une politique d'indépendance, c'est une politique d'équilibre, c'est une politique d'initiative. Donc ce n'est pas un corps de doctrine figé. Ce n'est pas une idéologie, le gaullisme.
C'est une exigence. C'est une exigence d'unité de la nation, c'est une exigence d'autorité de l'État, et c'est une exigence concernant l'application, la mise en œuvre des principes républicains. Cette exigence-là, on peut dire que chaque président de la République a essayé de la poursuivre. Mais je pense que dans le gaullisme, il y a un souci de continuité, il y a un souci d'autorité, il y a un souci de hauteur. Le général de Gaulle aimait bien employer le mot de grandeur de la France, de grandeur de la nation, qui s'est perdu au fil des années. Et je pense que depuis quelques quinquennats, pour les présidents de la République successifs, le défi d'arriver à trouver le bon ton, leur bonne place, sachant que la tentation pour un président, c'est de vouloir tout faire lui-même. Le général de Gaulle ne faisait pas tout lui-même. Il avait des premiers ministres, des gouvernements formés d'hommes forts. Eh bien, la tentation des présidents récents, et c'est aussi celle d'Emmanuel Macron, c'est de s'entourer de personnages, de personnalités souvent falotes, souvent peu capables d'équilibrer son propre engagement et sa propre action. Moi, je crois qu'il faut partout au gouvernement, face et avec un président, des personnalités fortes, capables de porter une politique. Et donc, je ne crois pas du tout à l'idée de la verticalité du pouvoir, je ne crois pas du tout à l'idée que le président doit s'enfermer dans sa solitude et tout faire lui-même. Je crois au contraire qu'il nous faut faire vivre nos institutions. C'est vrai du président, c'est vrai du Premier ministre, c'est vrai du Parlement, c'est vrai de l'autorité judiciaire, de faire vivre nos institutions à travers un jeu d'équilibre, de pouvoir et de contre-pouvoir qui malheureusement s'est affaibli au cours des années. Très bien, donc bonjour Monsieur de Villepin. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la conférence que vous venez de réaliser, mais également pour le temps que vous prenez pour répondre à nos questions. Donc ma question porte sur votre discours que vous avez prononcé devant l'ONU en 2003 contre l'invasion en Irak. Et je voulais savoir en fait si vous aviez une vision actuelle de ce discours. Est-ce qu'il s'inscrit dans l'actualité mais également, est-ce que vous pensez qu'il a pu influencer l'image de la France, l'image de la démocratie, mais également de la diplomatie française? Alors ce discours, il s'inscrit dans une continuité. Et donc, de ce point de vue-là, il a rappelé à beaucoup d'États ou à beaucoup de régions dans le monde qu'il y avait une constance de la diplomatie française. Et que la diplomatie française, elle n'était pas négociable au vu des intérêts, au vu des situations, et que ce n'était pas parce qu'un allié comme les États-Unis avait décidé de suivre une politique d'intervention militaire que la France allait, comme disaient les Américains à l'époque, se coucher, et que la France céderait. La France défend des principes, défend des convictions, et va jusqu'au bout de ces principes et de cette conviction. Donc ça a donné à la France, dans cette tradition-là, une crédibilité, une légitimité qui est celle de la légitimité diplomatique gaulliste dans la tradition gaulo-mitterrando-chiracienne. Donc je crois que oui, de ce point de vue-là, ça a conforté cette idée de l'engagement diplomatique français. Nous étions capables d'assumer un leadership, y compris contre des alliés historiques et traditionnels. Le deuxième élément, c'est que nous avons contribué à ce moment-là, même si la guerre a eu lieu, il faut le rappeler, nous avons contribué à ce moment-là à faire prendre conscience qu'il y avait le risque d'une fracture extrêmement grande entre deux mondes. Entre le monde des pays développés et le Sud global, entre, qui s'appelait le Sud tout court, le tiers-monde à l'époque, entre le monde arabe et le monde occidental, et qu'on pouvait être un État européen, un État dit partie de l'Occident, et en même temps ne pas partager des valeurs occidentalistes fondées sur l'idée d'interventionnisme, l'idée de militarisme, l'idée de moralisme auquel se référaient traditionnellement ces pays comme les États-Unis. Donc on a montré qu'il y avait un risque pour le monde. Et ce qui s'est passé,
c'est que l'histoire nous a donné raison. C'est qu'après l'Irak, d'autres crises ont eu lieu. D'abord, l'intervention militaire en Irak s'est soldée par un chaos, un véritable État failli, la naissance et le développement du terrorisme. C'est à partir de là que l'État islamique s'est développé en Syrie et en Irak. C'est à partir de là que d'autres États de la région ont rencontré d'énormes difficultés, des pays comme la Syrie. C'est à partir de là que la crise libyenne a eu lieu. Donc, de ce point de vue-là, ce que nous avions dit aux Américains s'est produit, et la conviction qui était la nôtre, que ce n'est pas par la force militaire que les problèmes pouvaient se régler, mais bien par la politique, et que l'usage de la force ne pouvait pas aller sans objectif politique. Et donc ce message-là, il reste d'actualité, il reste vivant, et je souhaite que nous en tirions chaque jour davantage les conséquences, y compris dans les événements qui se déroulent au Proche-Orient, en Palestine, en Syrie, et bien sûr aussi en Iran. Monsieur de Villepin, bonjour. Vous multipliez les prises de parole, vous publiez, vous analysez, mais est-ce le regard du sage retiré ou celui de quelqu'un qui pense que son moment pourrait revenir? Merci. On a commencé par évoquer ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la question de l'engagement. Je crois que si on est à la recherche d'un moment de gloire, on peut faire plein de choses dans la vie qui sont moins difficiles et plus exaltantes que de rentrer dans le débat politique. Il y a plein de choses qui donnent beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai plein de passions. Les arts, la poésie, le voyage, et plein de passions qui pourraient me permettre de faire beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes à un moment décisif pour nos sociétés. Nous ne sommes pas dans n'importe quel moment. Pour être plus clair, nous sommes dans le moment des mamans. C'est-à-dire que selon qu'on va choisir d'aller d'un côté ou d'un autre, l'histoire de France ne sera pas la même. Votre histoire ne sera pas la même. Et j'ai la conviction qu'en cédant au populisme, qu'en cédant à toutes les forces identitaires qui se développent dans le monde, et les États-Unis sont aujourd'hui le plus grand laboratoire mondial de cet identitarisme, de ce populisme, eh bien, en cédant à cela, nous choisissons une voie dont on ne revient pas indemne à supposer qu'il y ait un ticket retour. Et je crois que la spécificité de ce moment, c'est le fait que la politique qui cherche à séduire des citoyens qui aujourd'hui sont en colère ou ont peur. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour la politique de capter des personnes qu'à travers la colère et la peur. Parce qu'à partir de là, on peut leur faire n'importe quoi. Regardez aux États-Unis, ils sont aujourd'hui politiquement dans l'ère du n'importe quoi. Donald Trump supprime le ministère de l'Éducation. Donald Trump taxe le monde entier, sans même se rendre compte qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied. Le n'importe quoi devient possible parce qu'il n'y a plus de vérité possible, parce qu'il n'y a plus de réalité possible. Nous sommes dans l'absolu monde virtuel. Eh bien moi, je suis pour que la politique continue de se confronter aux réalités, pour qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi, pour qu'on ne puisse pas prétendre déporter 11 millions de personnes comme aux États-Unis et croire que les États-Unis s'en porteraient mieux alors que l'essentiel de ces populations sont employées aux États-Unis dans des travaux que les Américains ne veulent pas faire. Donc je suis pour la cohérence, je suis pour la responsabilité, je suis pour qu'on regarde cette réalité en face. Ce combat-là, je ne demande rien de plus que d'être une des nombreuses voix qui aujourd'hui se mobilisent pour faire comprendre à chaque Français qu'il s'agit d'un combat décisif, que nous serons tous beaucoup plus pauvres, beaucoup plus divisés, beaucoup plus malheureux si nous cédons à la tentation de ce grand jeu qui est celui du populisme. Et qu'au bout du compte, ceux qui plaident pour le populisme sont le plus souvent des gens qui n'ont aucune expérience du pouvoir, totalement irresponsables, et qui s'amusent
à jouer avec les divisions pour conquérir le pouvoir. Absolument pas dans un souci démocratique, puisqu'une fois qu'ils l'auront, eh bien, ils feront en sorte de pouvoir le garder longtemps. Et c'est en ça que la démocratie doit nous conduire aujourd'hui à nous mobiliser les uns et les autres, parce que sinon la politique se fera sans nous, sans les citoyens, sans la démocratie, et l'histoire se fera également sans nous, sans les citoyens et sans la démocratie. Et les États-Unis seront en situation alors de se servir des États européens comme de simples États vassaux, et nous aurons perdu ce qui est notre bien le plus cher, qui est l'indépendance, le choix de notre propre destin, et nous répondrons alors à d'autres puissances, que ce soit, certains l'appellent de leur vœu la Russie, ou d'autres les États-Unis. Je crois que ce destin-là, ce n'est pas le destin de la France, et qu'il y a un combat à mener. Vous voyez bien que ma petite personne dans tout ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet. Bonjour, monsieur David Pain. J'aurais une question. Vous aviez mentionné plutôt que la France a multiplié les interventions à l'étranger. Vous avez notamment cité le Sahel ou encore la Libye en Afrique. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai, puisque même avant, dans ce que certains, ou ce qu'on peut appeler la France-Afrique, alors qualifiée de plus long scandale de la République par François-Xavier Berchave, la France est intervenue dans plein de cadres, aussi bien au Rwanda qu'ailleurs, dans plein d'autres pays, a mené aussi lié à certains coups d'État ou autres scandales. Alors je crois que votre question est très juste, parce qu'il faut de ce point de vue-là remettre les pendules à l'heure. Toutes ces interventions ne sont pas du même acabit. Et il ne faut pas mélanger les interventions qui sont en liaison avec la communauté internationale dans un cadre multilatéral et les interventions qui sont des interventions unilatérales. Il y a eu des interventions françaises historiquement unilatérales en Afrique, et je pense que depuis longtemps cette tentation aurait dû disparaître et qu'il faut oublier ce type d'intervention. Il n'y a pas de précaré africain, il n'y a pas de vocation de la France à intervenir en gendarme de l'Afrique. Mais par contre, dans un cadre multilatéral, vous avez cité le Rwanda, c'est une intervention qui s'est faite dans un cadre humanitaire, à la demande et en liaison avec les Nations Unies, comme a pu l'être également celle de Côte d'Ivoire, en tout cas pour une partie de cette opération, et donc ça ressort d'autres types d'interventions. Vous me direz que l'intervention au Sahel a également été décidée en liaison avec un certain nombre d'États, en liaison avec les institutions internationales. Là où je pense qu'il faut revoir complètement ces schémas, c'est que nous ne prenons pas en compte, nous n'avons pas pris en compte, en tout cas dans l'intervention au Sahel, au Mali et après élargie au Sahel, nous n'avons pas pris en compte les réalités africaines. Et nous n'avons pas créé les conditions de ce qu'aurait pu être le succès d'une opération. Et nous nous sommes installés dans une opération. Les interventions, elles peuvent être ponctuelles. On aurait pu imaginer ponctuellement intervenir au Mali et puis partir. Mais dès lors qu'on intervient, qu'on reste et que cela dure et qu'on prétend être indispensable, alors eh bien, il faut avoir le souci que ces interventions soient comprises par les sociétés, qu'elles soient efficaces, qu'elles apportent des résultats dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi au-delà dans la réponse aux problèmes sécuritaires de ces États. Et dès lors que ce n'est pas le cas, évidemment, la question de la légitimité de ces interventions se pose. Donc, je me suis opposé pour ma part, dès que l'intervention en Libye a commencé à sortir du cadre onusien qui avait été le sien au départ, à travers la résolution 1973. Donc je m'y suis opposé, comme je me suis opposé à l'intervention au Mali et au Sahel, parce que j'avais la conviction qu'elle ne pouvait pas réussir, que les conditions n'étaient pas favorables à une réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. On va en prendre une dernière. On prend la dernière. Bonjour, Monsieur de Villepin. Je vais aller très vite. Tout à l'heure, vous avez parlé du déficit. Pensez-vous que lors de votre mandat en tant que Premier ministre, vous et le gouvernement auriez pu prévoir le déficit, enfin la récession que vivent les Français actuellement?
Et pensez-vous qu'il y ait un décalage entre les Français et le président? Merci. Alors, la question de la dette et des déficits, elle n'est pas nouvelle. Puisque quand j'étais Premier ministre, j'ai décidé de faire la première réunion, la première conférence des finances publiques qui a rassemblé et les représentants de l'État, mais aussi des collectivités locales et les comptes sociaux, la sécurité sociale. Donc l'ensemble des partis pour essayer de réduire encore davantage notre dette. Donc ce qu'on présente aujourd'hui comme quelque chose de formidable est quelque chose qui a été activé dès 2006. Malheureusement, il n'y a pas eu de continuité dans le service de l'État. Et la première chose qu'a fait le gouvernement qui est arrivé après moi, c'est d'ouvrir les cordons de la bourse et de dépenser un peu plus. Alors il est vrai qu'il y a eu la crise financière des subprimes de 2008 qui a aggravé les choses, mais on a perdu l'exigence budgétaire et Emmanuel Macron fait partie de ceux qui ont toujours cru que la croissance permettrait de régler le problème. Donc il a toujours espéré que la question financière se réglerait par le développement économique. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je crois que oui, il y a un problème de responsabilité important et que les gouvernements doivent maintenant prendre ces choses-là au sérieux. Pour ce qui est de la déconnexion avec les Français, on voit tous les jours le décalage qui existe entre la politique. Il suffit de regarder sur la chaîne parlementaire les débats qui sont ceux du Parlement pour voir à quel point ils sont éloignés des préoccupations des Français. Et c'est en ça qu'on voit que la politique vit dans une bulle qui est celle des débats idéologiques, des débats identitaires, qui consiste une fois de plus, je le disais tout à l'heure, à marquer des points chez une partie de nos compatriotes qui ont peur ou qui sont en colère, mais pas à répondre aux problèmes des Français. Et c'est en ça, je pense, que la politique doit atterrir, elle doit revenir sur terre, elle doit reprendre les sujets qui sont ceux de la vie des Français, de la vie quotidienne, mais aussi de l'avenir des Français, dont font partie les grands enjeux écologiques, les grands enjeux géopolitiques. Donc on voit bien qu'il y a un retour aux réalités qui est indispensable et qu'au fil des années, nous avons lâché la responsabilité financière, le quoi qu'il en coûte de ce point de vue-là a été catastrophique, et nous avons perdu contact avec la réalité de l'action politique. La réalité de l'action politique pour un président et un gouvernement, c'est de gouverner, pas seulement d'administrer un pays, pas seulement de communiquer, mais de gouverner. Et gouverner, c'est ingrat, gouverner, c'est difficile, gouverner, c'est prendre des décisions compliquées, mais c'est l'honneur de la politique. C'était la dernière question. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie.